Bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, on va voir comment on peut faire la régression linéaire simple sur Microsoft Excel. Donc, j'ai mon jeu de données ici. Il s'agit d'un jeu de données des patients. On a le sexe du patient, l'âge, la taille, ainsi que le poids. À quoi sert la régression linéaire simple? Ça sert à étudier une relation linéaire, si disponible, entre deux variables quantitatives ou, si vous voulez, numériques. Comme par exemple, dans notre jeu de données, on peut étudier la relation linéaire entre le poids du patient et sa taille. Comme on peut étudier la relation linéaire entre l'âge et la taille, ou même l'âge et le poids. De toute façon, toutes ces variables sont des variables quantitatives, à l'exception du sexe, qui est une variable catégorielle, ou si vous voulez, qualitative. Donc, il est très important de définir vos variables indépendantes et dépendantes avant de commencer votre régression. Dans notre cas, on va prendre comme variable dépendante qui est le poids. Donc, on cherche à savoir est-ce que le poids dépend de la taille. Donc, la variable indépendante ici ou explicative sera la taille. Donc, c'est que la variable y, qui est la variable dépendante, c'est notre poids. La variable explicative, ou si vous voulez le x, c'est notre taille. Sans trop parler, on commence. Pour faire la régression linéaire simple, il nous faut un complément d'Excel qui s'appelle Data Analysis Tool Pack. Donc, ce complément, normalement, quand il est disponible, lorsque vous cliquez sur Données, vous allez le trouver ici. Donc, vous voyez que moi, j'en ai ici. J'ai mon Data Analysis Tool Pack qui est là. Si vous ne le trouvez pas, lorsque vous cliquez sur Données, je m'excuse parce que mon Excel c'est en anglais, mais c'est données, donc vous cliquez sur données. Si vous ne trouvez pas cette data analysis ici, je vous montre comment le retrouver. Il suffit tout simplement de venir cliquer sur fichier. Après vous cliquez sur options. Lorsque vous cliquez sur options, vous cliquez sur complément. Si votre Excel c'est en anglais comme le mien, ici sera add-ins. Sinon, si c'est une version française, ça sera complément. Vous cliquez sur complément. Après, vous descendez, vous cliquez sur aller à go. Après, ici, vous voyez que tous les compléments sont là, qui sont disponibles. Si ça, c'était déjà coché, c'est pour ça c'est disponible. Maintenant, si je décoche et je dis OK, regarde ce qui va se passer. Si je clique maintenant sur data ou données, vous voyez qu'il est disparu. Donc, si vous ne trouvez pas la Data Analysis Tool Pack ici, c'est tout simplement parce que ce n'est pas activé. Et pour l'activer, vous faites comme je vous ai montré. Cliquez tout simplement sur fichier, cliquez sur options, cliquez sur complément, go to, ou si vous voulez, et vous cochez. Après, vous dites OK. Et c'est bon. Maintenant, quand vous cliquez sur données, vous voyez votre complément qui est là. Maintenant, pour faire la régression linéaire simple, il suffit juste de cliquer sur ce complément là, Data Analysis Tool Pack qui est là. Après, vous allez choisir régression. Donc, vous choisissez régression. Vous dites OK. Lorsque vous dites OK, il vous demande d'abord de sélectionner les Y. Donc, c'est votre variable dépendante. On a dit que notre variable dépendante, c'est le poids. Donc, vous cliquez ici et vous allez sélectionner tout, même avec le nom de la variable. Donc, vous sélectionnez tout comme ça, toute la colonne. Ça, c'est bon. Vous cliquez ici pour sélectionner aussi les valeurs pour le X.
Donc, vous allez venir, voilà, pour la valeur de x, vous sélectionnez aussi. Et c'est bon, vous le cliquez ici. Et maintenant, puisqu'on a inclus les noms des variables, c'est-à-dire comme par exemple taille et poids, donc on doit cocher label. Label ici, on dit que c'est, on coche pour que R, j'ai dit pardon parce que j'utilise beaucoup R, pour que Excel considère les, comment on l'appelle, considère que la première ligne contient en fait le nom de nos variables. Sinon, il va considérer taille comme par exemple un nombre et ça va nous donner une erreur parce que taille n'est pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut cocher label pour lui dire que vos données contiennent en fait des labels ou si vous voulez des en-têtes. Après, maintenant, l'intervalle de confiance pour les analyses statistiques, généralement, on prend 95%, sauf dans une situation bien spécifique. Après, output range, ici, c'est l'emplacement. Où est-ce que vous voulez mettre les résultats de votre régression? On peut les mettre sur la même page, comme on peut les mettre sur une autre page. Donc, après, on va revenir ici. Mais en bas, on a les résiduels. Donc, les résiduels sont tout simplement les écarts entre les vraies valeurs, ou si vous voulez, les valeurs de l'échantillon et les valeurs prédites par le modèle. Donc, l'analyse des résiduels va nous permettre, après la régression, d'apprécier ou pas la qualité de notre modèle. Donc, on va avoir les résiduels, on coche les résiduels. Après, on peut cocher aussi les graphiques des résiduels parce que c'est ce qu'on va interpréter pour analyser la qualité de notre régression. On prend aussi le résiduel standardisé et on prend aussi, si vous voulez, la droite de la régression. Après, il y a ce qu'on appelle normal probability. Ça, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de... Ce n'est pas vraiment quelque chose de très intéressant. Normal probability, ok, c'est très intéressant aussi parce que parmi les critères d'évaluation de la qualité du modèle, c'est la normalité, ou si vous voulez, il faut que la distribution de votre échantillon suive une loi normale pour avoir un modèle de meilleure qualité. Donc, on peut cocher. Après, pour l'emplacement, on a le choix, comme je vous ai dit, on peut le mettre dans un nouveau fait, comme on peut mettre les résultats sur la même fait. Donc, on met sur un nouveau fait pour gagner de la place. Si vous voulez mettre sur le même fait, vous cliquez ici, après vous cliquez ici et vous allez aller choisir là où, par exemple, vous pouvez placer vos résultats quelque part ici. Vous voyez? Après, on fait comme ça. Et on dit OK, et il va mettre les résultats sur le même fait. Mais moi, je vais les mettre dans un nouveau fait. Donc, pour faire cela, je vais cliquer sur nouveau fait ici. Après, je dis OK. Et vous voyez qu'il nous a fait notre régression ici. On a tous les résultats qui sont là. Maintenant, je vais essayer de gagner de la place. Je vais essayer de gagner de la place. Donc, je vais essayer de gagner de la place. Très bien. Non, on met d'abord la droite de la régression qui est là. J'essaie de gagner de la place. Je vais élargir pour que ce soit plus clair pour l'interprétation et tout. Donc, ne vous inquiétez pas. On va interpréter les résultats ainsi que tous les graphiques qui sont là ici. Sans aucun problème.
Vous voyez que c'était petit, mais je suis en train d'élargir. C'est parce qu'il n'y a pas d'espace. Lui, il fait des coupes très petites. Donc, c'est à nous d'élargir pour gagner de la pour pouvoir bien interpréter. Ça, c'est très bien. Ça, mais on peut élargir encore de plus. Parfait. Il reste maintenant ça. Attendez. Voilà, c'est très bien. Et ça, c'est déjà pas mal. Hein? Très bien. Donc, parfait. Vous voyez qu'on a tous les trois coupes bien élargies ici qu'on va interpréter tout de suite. Maintenant, il reste les résultats aussi. Je vais essayer de vite fait pour que ce soit clair. Comme ça, l'interprétation, on va mieux comprendre. On va bien voir les choses. Voilà. Ça, c'est très bien. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Après, on peut centrer et même mettre en gras pour que ce soit bien lisible. Ça, c'est très bien. Je vais mettre par exemple 14. Après, je mets en gras. Après, je vais centrer. Et c'est très bien maintenant. Nickel. Donc, on commence l'interprétation. D'abord, on va interpréter les résultats, c'est-à-dire le résumé des résultats. Après, on va revenir maintenant sur les graphiques pour tracer la courbe et on va voir le coefficient de détermination. Maintenant, on interprète la qualité de la régression et tous ces trois courbes qui sont là ici. Donc, on commence d'abord par les résultats ici. Donc, ce qu'on appelle le summary output. Le summary output ici, c'est le résumé des résultats. Donc, d'abord, chose qu'on va d'abord s'intéresser, c'est dans cette première table, c'est le R au carré qu'on appelle le coefficient de détermination. En fait, il explique, on va voir ça dans la coupe après, mais il explique en fait le pourcentage de la variance de votre Y. Dans notre cas, l'Y, c'est quoi? C'est le poids. Donc, le pourcentage de la variance du poids qui peut être expliqué par la variation dans le X, ou si vous voulez, la taille. Autrement dit, quel pourcentage de la variance de poids peut être expliqué par la variation de la taille. Dans notre cas, on constate que le R au carré ou le coefficient de détermination vaut 0,6. Donc, si on multiplie par 100, ça veut dire que 100%, ça veut dire 60% de la variance du poids peut être expliquée par la variation de taille. Mais on va maintenant voir est-ce que d'abord cette variation-là est statistiquement capable de cette variation. Mais on va essayer de voir maintenant, d'étudier, si vous voulez, la relation entre la taille et le poids. Donc, la relation entre votre X et Y. Dans le premier
test statistique que Excel va vous faire, ça se base sur l'analyse de la variance des résidus. Donc, il va vous faire ce qu'on appelle ANOVA, analyse des variances des résidus, et vous donne, c'est-à-dire, il vous fait un F-test dans des variances. Vous avez votre F statistique qui est là, qui se base, comme je viens de vous dire, sur il est calculé à partir des sommes des carrés des écarts, donc, qui sont là, somme des carrés des écarts, moyenne, et voilà, somme des carrés des écarts entre ces deux là, ça c'est en anglais. Donc c'est entre ces deux là qu'on a calculé le F statistique, et après il vous donne en fait le p-valeur qui est là. Donc on constate que le p-valeur vaut 1 fois 10 à la puissance moins 48. Ça veut dire qu'il est inférieur à 0,05, et même donc c'est significatif, et même inférieur à 0,001, ça veut dire que c'est très très significatif. Ça montre qu'il y a une relation, ou si vous voulez, une association entre le poids du patient et sa taille. Mais maintenant, quelle est la nature de cette relation? Ça, on ne peut pas le savoir. Donc, on est obligé de venir voir les coefficients de notre régression. Donc, le premier coefficient de la régression, c'est l'intercept, qui est le baseline. Ou si vous voulez, c'est le zéro en fait. C'est-à-dire, c'est lorsque un individu comment on l'appelle? Un individu qui n'a même pas encore grandi, on va le dire comme ça, qui n'a pas du tout augmenté en taille, quel sera son poids? Donc, ça veut dire que son poids va, comment on l'appelle? Il a dit que ça va valoir moins 132 quelque chose. De toute façon, l'intercept ne nous donne pas, il n'y a pas d'importance, sauf dans parfois des études longitudinales où on étudie l'évolution. C'est là où on peut, voilà. Sinon, dans régression linéaire simple, dans notre cas, on s'en fout de l'intercept. Chose qui est très importante, c'est le bêta, ou si vous voulez, la pente. Donc, tout à l'heure, on a dit, selon le F statistique, il a montré qu'il y a une relation statistiquement significative entre le poids et la taille. Mais quelle est la nature de cette relation? Donc, on va regarder la pente. Généralement, lorsque la pente est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a même pas de relation. Mais puisque le test de ANOVA a montré qu'il y a une relation, et aussi on constate, ça se voit ici qu'il y a vraiment une relation positive, parce que la pente est égale à 3,8, ça veut dire la pente est supérieure à 0. Voilà, donc il y a une relation positive. Et une pente de 3,8 ici veut dire quoi? Veut dire que une augmentation de la taille chez le patient par une unité, par exemple 1 mètre, vaut ou bien entraîne une prise de poids de 3,8 unités, par exemple 3,8 kg. Vous voyez? C'est ce que ça veut dire ici. Mais la question qu'on se pose ici, c'est quoi? C'est que, ok, on sait bien que, oui, le F statistique nous a montré que le p-valeur, c'est significatif. On a vu que, oui, il y a bêta qui est supérieur à 0, donc ça veut dire que il s'agit d'une relation positive. Si bêta était inférieur à 0, ça aurait été une relation inverse. Ça veut dire que lorsque le poids augmente, la taille diminue, mais ce n'est pas le cas. C'est positif. Donc, ça veut dire lorsque la taille augmente par une unité, le poids augmente par 3,8. Mais ça ne suffit pas toujours. Pourquoi? Parce que des fois, même si le bêta, ou si vous voulez, votre pente est supérieure à 0, est-ce que statistiquement, ça veut dire dans la vraie population, est-ce que statistiquement c'est significatif? Pourquoi? Donc, on ne peut pas juste regarder la valeur brute du bêta
Donc, pour cela, on fait un test des students de la pente et on regarde d'abord le p-valeur. Si on regarde le p-valeur, il vaut combien? Il est inférieur à 0,05 et même inférieur, donc c'est très très significatif. Et voilà, comme toujours, cela valide toujours tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais en plus de ça, on doit regarder l'intervalle de confiance. Parce que même si la p-valeur est significative, montre qu'il est inférieur à 0,05, et si on regarde l'intervalle de confiance et on constate que l'intervalle de confiance contient la valeur 0, ça veut dire que dans la vraie population, comment on l'appelle, la pente peut valoir 0, et si il peut valoir 0, ça veut dire que la relation qu'on est en train d'observer sur notre échantillon ne tient pas en fait. Vous voyez? Donc même si la p-valeur est positive, même si notre bêta est indifférent de 0, il faut toujours regarder l'intervalle de confiance. Si on regarde l'intervalle de confiance, la bande inférieure c'est combien? 3,4. La bande supérieure c'est 4,2. Donc l'intervalle de confiance ne contient pas du tout 0. Donc il valide qu'il y a vraiment une relation linéaire positive, significative, ou si vous voulez statistiquement significative, entre le poids du patient et sa taille. Et on a dit que lorsque sa taille augmente par une unité, le poids du patient augmentera par 3,8 kg par exemple. Si vous voulez 3,8 unités aussi. Et ça c'est très bien. Maintenant, on va passer au résiduel. Le résiduel, tout simplement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sont les écarts, ou si vous voulez, les différences entre les valeurs initiales, ou si vous voulez, les valeurs observées, celles sur l'échantillon, et la valeur prédite par le modèle. Donc, on a maintenant ce qu'on appelle les valeurs prédites par le modèle qui sont là. Si on prend la valeur de chaque individu et on subtracte par la valeur prédite par le modèle, on trouve les résiduels. On va voir ça de toute façon sur le coup, voilà. Et maintenant, on a ce qu'on appelle les résiduels standardisés, standard residuals. Ici, les résiduels standardisés sont tout simplement le résiduel, chaque résiduel pour un sujet donné divisé par l'écart type des résiduels. Donc, si vous voulez vérifier ça, on peut calculer l'écart type vite fait. On descend tout simplement ici. Et on va calculer l'écart type des résiduels. Vous dites par exemple égal, chaque formule dans Excel commence par égal. Vous dites standard deviation pour calculer le résiduel. Donc, après vous allez sélectionner tout cela. Vous sélectionnez comme ça. Voilà. Après vous fermez la parenthèse. Et vous faites entrer. Donc, il nous a calculé l'écart type des résiduels qui vaut combien? 12,28. Maintenant, si on vient ici, 12,28, supposons qu'on divise ici. Si on dit par exemple égal, non, pardon, on vient ici, on prend le premier sujet par exemple. Si on dit égal et on prend son résiduel qui vaut 3,02, on divise par 12,28 par exemple, qui est l'écart type de résiduel. 28, pardon. Vous voyez qu'on trouve son écart, comment on l'appelle, le résiduel standardisé qui est là. Donc, c'était juste pour vous expliquer comment ils ont trouvé les résiduels standardisés. Après, comment on l'appelle, on a aussi le probability output. Donc ça, ce sont des percentiles et des, voilà, tout ça, il n'y a pas vraiment d'importance ici. On va venir directement sur les coupes. C'est là où on va bien comprendre les choses. Donc ici, si on regarde les coupes, on a notre droit de régression qui est là. Et j'espère que vous voyez bien. Sinon, on va tracer le droit de la régression. Donc, tout ce qui est les points bleus sont les nuages des points en fait, les nuages des points. Et vous voyez que les points
jeunes sont les valeurs, ou si vous voulez, les points prédits par le modèle. C'est le modèle en fait. Si vous voulez, on peut tracer le droit de la régression. Il suffit juste de cliquer sur votre coupe. Après, vous cliquez sur création. Pour moi, c'est dessin parce que mon PC est en anglais. Cliquez sur création. Vous venez à gauche, vous cliquez sur quick layout, layout rapide, ou c'est quoi en français. Vous cliquez là-bas et vous prenez le layout 9. Donc, vous prenez cela. Vous voyez qu'il nous a tracé le droit de la régression. Et comme je vous ai expliqué, vous voyez qu'il nous a mis le coefficient de détermination qui est égal à 0,6004. Donc, si on multiplie par 100, 0,6 fois 100, c'est 60% de la variabilité du poids peut être expliquée par la variation de taille. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être responsables, peut-être l'âge. Mais comme on est en train de faire une régression linéaire simple, on n'a pas pris en compte tous ces autres facteurs. Donc, il nous dit que, si vous regardez le R2, qui est le coefficient de détermination, il nous dit que uniquement 60% de la variabilité de notre taille, notre poids, peut être expliqué par la variance de la taille. Et conformément à nos résultats, on constate qu'il y a une relation linéaire et que la plupart des points sont très proches à la droite de la régression pour indiquer la relation forte et significative qu'on a vue entre le poids et la taille. On a dit qu'il y avait une relation linéaire et c'était une relation positive. Comme vous voyez, c'est croissante. Augmentation de taille augmente en fait le poids. Ça, c'est très bien comme interprétation, j'espère. Donc, on a interprété notre droit de régression et on passe maintenant à la qualité de notre modèle. Comme je vous ai dit, la qualité du modèle, comment on l'appelle, s'interprète en fonction tout simplement de comment on l'appelle, de graphiques des résiduels. Donc le premier graphique qu'on a ici, c'est quoi? C'est le graphique entre quoi ici? Voilà, j'espère que c'est clair. Le premier qu'on a ici, c'est le graphique entre les résidus. Vous voyez bien, résiduel, entre le résidu et la taille. Donc, cette graphique dans d'autres logiciels, par exemple R, ça va vous donner plutôt le graphique entre les résiduels et les valeurs prédites par le modèle. Donc ici, il nous a donné le graphique entre le résidu et la taille. Mais le principe reste toujours le même. Et à quoi sert cette coupe? Cette coupe nous permet de relever au moins 4 choses ou 3 choses très importantes. La première chose, c'est quoi? C'est la linéarité. Plus il y a la linéarité, le mieux, ou si vous voulez, la meilleure notre modèle. Et quand est-ce qu'on parle de la linéarité? Lorsqu'on parle d'un modèle avec une meilleure linéarité, ça veut dire que tous les points vont se disperser de manière aléatoire autour de cette ligne horizontale qu'on appelle la ligne de zéro. Vous voyez qu'il le couple nous a montré que les résiduels se trouvent entre, ou bien si on va faire en quelque sorte, donc c'est juste une coupe qu'il a tracée, donc entre par exemple moins 30 et 60. Et on constate que au milieu c'est la ligne 0. Tous les individus qui se trouvent la ligne 0 auront quoi? Ils auront un résidu égal à 0. Pourquoi? Si on regarde ici, on regarde sur la courbe, comme vous voyez ici, la courbe montre bien que tous les individus qui se trouvent sur la courbe, attendez, je vais minimiser un petit peu.
Vous voyez que la courbe montre bien que tous les individus qui se trouvent sur cette courbe-là, qui se trouvent directement sur la droite de régression, auront un résidu, ou si vous voulez, un écart ou une erreur est égal à 0. Pourquoi? Parce que si on prend ces points, par exemple, il vaut combien? À peu près 70 pour Y. Si on vient, on trace jusqu'à X et on vient ici, il vaut à peu près 140. 140, 170 moins 140, ça vaut un écart de 30. Pourquoi? Parce que cet individu ne se trouve pas directement sur la courbe. Mais quand le point de l'individu fait partie des points qui prédit le modèle, ça veut dire, si supposons que la personne est quelque part ici, on trace c'est 140, mais il se trouve sur le modèle 140, il n'y a pas d'écart, 140 moins 140 c'est 0. Mais ce n'est pas l'interprétation qu'on cherche, c'était juste pour vous expliquer des petites choses. Comme je vous disais, la première chose, c'est la linéarité. La linéarité se voit bien lorsque on constate que, par exemple, les points sont dispersés de manière aléatoire tout au long de la ligne 0. Vous voyez? Dans notre cas, on constate que tous les points sont concentrés à l'extrême droite de la ligne horizontale. Pourquoi? Parce que la plupart des sujets ont des poids à partir de 50. Donc c'est pour ça que vous voyez que tous les points se trouvent à l'extrême droite. Maintenant, malgré ça, à part du fait qu'il y a certainement des valeurs extrêmes, on constate que la majorité des points sont en fait dispersés de manière aléatoire autour de autour de la ligne 0, donc horizontale. Donc on peut dire quoi? On peut dire qu'il y a quand même relativement une très bonne linéarité ici. La deuxième chose qu'on peut parler, c'est quoi? C'est à part de la linéarité, c'est l'homocédacité, ou on dit quoi? C'est-à-dire l'égalité des variances des résidus. Lorsqu'on constate que les résidus, par exemple, sont très très proches des unes des autres, c'est des uns des autres, et ils sont alignés de manière horizontale autour de la ligne 0, on parle de de l'égalité des variances ici. Vous voyez? Mais dans notre cas, on constate qu'il les valeurs sont très éparpillées, quand ils sont pas très proches des uns des autres. C'est-à-dire les écarts entre les résidus sont un petit peu plus ou moins importants. Donc, on peut pas dire que la variance des résidus sont bien... Et il n'y a pas de variance égale en fait. Il y a des variances... Mais si on constate, il y a des variances plus ou moins égales, à part des valeurs extrêmes qui sont ici. Vous voyez? Mais elles sont plus ou moins homogènes. Donc, ça, c'est subjectif. Et la troisième chose qu'on peut relever, c'est les valeurs extrêmes. Vous voyez qu'il y a des valeurs extrêmes qui sont, comme par exemple ces sujets qui se trouvent ici, sont des valeurs extrêmes. Et grâce à ces valeurs extrêmes, si c'était, voilà, sur R par exemple, vous allez voir qu'il va vous marquer le numéro des sujets qui correspond à ces points-là. Et quand on va interpréter nos résultats, on ne va pas parler de ces gens-là parce que ce sont des valeurs extrêmes. Il y a aussi ce qu'on appelle cette courbe aussi permet de détecter même l'autocorrélation. L'autocorrélation, c'est par exemple si on voyait que nos points n'étaient pas dispersés de manière aléatoire, mais il suivait un trajet bien défini. C'est-à-dire un point A, la valeur du point B de l'individu B va dépendre de l'individu A, la valeur de l'individu C va dépendre de l'individu B, ainsi de suite. Donc s'il y avait quelque chose comme ça, on dirait qu'il y a l'autocorrélation, mais ici il n'y a pas d'autocorrélation, ils sont bien aléatoires. Donc on peut dire que notre modèle en termes de de l'homogénéité des variances, ou l'homocédacité, ou on dit quoi, ou l'égalité des variances,
en termes de premiers critères dont je vous ai parlé, en termes de la linéarité, en termes de, voilà, en termes sur ces 2 points, on peut dire que notre modèle est au top, même s'il n'est pas excellent 100%. Comme je vous ai dit, l'interprétation c'est subjectif. Donc, après ici, cette 3e coupe, c'est pour évaluer en fait comment on l'appelle, la normalité de notre jeu de données. Donc, généralement, il y a plusieurs coupes. Parfois, vous allez voir un coupe qu'on appelle QQ-plot, qui est tout simplement le plot des quartiles, par exemple, de votre échantillon. Par exemple, il peut vous faire le quartile de poids de votre échantillon contre le quartile théorique. Donc, pour après, il y a une chose, dans notre cas, ce n'est pas c'est toujours une coupe QQ-plot, mais ce n'est pas comme je suis en train de vous expliquer. Ici, c'est pas le quartile des poids de l'échantillon contre le quartile de poids théorique. Ce n'est pas ça. Ici, il vous a fait tout simplement le poids. Excel trace le poids, si vous voulez, votre Y contre le pourcentile en fait de votre échantillon. Et ça aussi, ça nous permet d'étudier la normalité de la distribution. Pourquoi? Parce que si la distribution est normale, qu'est-ce qui va se passer? Si la distribution est normale, comment on l'appelle? On va tracer une courbe et on va voir. Donc, pour faire apparaître la courbe, il suffit juste tout simplement cliquer sur la courbe, vous cliquez sur création ou dessin si vous utilisez la version anglaise. Vous venez cliquer ici comme toujours et vous prenez 9. Donc, vous voyez c'est là. Et vous voyez que on a la droite qui est bien tracée. Et lorsque la distribution de votre échantillon suit une loi normale, vous allez constater que la plupart des points ici, c'est-à-dire la plupart des points vont se trouver sur la courbe. Vous voyez, ben dans notre cas, c'est pas mal, hein? À partir d'ici, c'est très bien. On constate que de manière concentrée, il y a beaucoup de points qui suivent bien la courbe, sauf qu'il y a un petit peu de déviation et aussi des valeurs extrêmes. Donc, en termes de la normalité de la distribution de notre échantillon, on peut dire que il est un petit peu normal. Il n'est pas 100% normal, mais il suit quand même la loi normale à certains degrés. Donc, plus votre échantillon suit une loi normale, la meilleure votre modèle. Et c'est la fin de notre tutoriel sur la régression linéaire simple sur Excel.